m'appelle Gauthier Urbain. Je travaille donc au Boîte à Vélo France. Je suis ambassadeur national du programme cyclocargologie. Et derrière ce titre pompeux, je suis en charge de la programmation des événements cyclocargologie sur l'aspect contenu et également des invitations ciblées quand on organise notamment des événements dans les territoires, dans les grandes métropoles françaises, pas comme ici au World Impact Summit où il y a déjà un public qui vient. Et donc aujourd'hui, j'ai pour ambition de vous expliquer comment réussir le passage à la cyclo-logistique en 4 étapes. Je ne prétends pas vous apprendre un métier tout ce métier dans les à peine plus de 20 minutes qui me restent, mais au moins que vous ayez en tête quelles étapes on doit respecter pour que ça se passe au mieux, selon son besoin. La première, ça va être de comprendre ce qu'est la cyclo-logistique, c'est la base. La deuxième, ça va être de préparer son projet selon son besoin. Là, je serai un peu plus succinct parce que ça va vachement dépendre de qui vous êtes et de quel est votre besoin. Et après, il y a 2 options. Soit on externalise, on va sous-traiter le dernier kilomètre cyclo-logistique, soit on internalise, un peu plus complexe, mais après c'est une question de choix. Et puis derrière cette problématique de comment intégrer la cyclo-logistique en 4 étapes, ça me permet aussi de vous présenter globalement ce que c'est la cyclo-logistique, comment ça marche. Première étape pour comprendre le transport de marchandises à vélo cargo. Peut-être une petite définition, un historique récent de ce qu'est le transport de marchandises à vélo cargo. Ça s'est déjà développé en fait par le passé, le transport de marchandises à vélo. Si on remonte très loin, c'est 1868 avec les 2 premiers postiers de la Poste. Donc là pour du transport de courrier à vélo. Après la cyclo-logistique au sens moderne du terme, transport de marchandises à l'exclusion du courrier, c'est plutôt tournant du XXe siècle. Donc sur la première moitié du XXe, une croissance et un gros volume de transport de marchandises à vélo cargo qui répondait aux besoins de livraison de courses à domicile. On était dans une France moins motorisée qu'aujourd'hui. Et puis sous l'effet de cette motorisation, à partir des années 50, le transport de marchandises à vélo cargo a diminué. C'était le progrès technique de l'époque. Et depuis le début des années 2000 et de manière exponentielle de 2010, 2020, essor du commerce en ligne, les confinements, bien entendu, donc de la livraison à domicile, et j'en passe et des meilleurs. Mais la cyclo-logistique s'est développée pour faire face aux défis de la logistique urbaine avec cette croissance des volumes transportés. Et donc ce dont on passe, les chiffres et l'activité que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'activité de transport de marchandises pour le compte d'autrui. Typiquement, on va pas parler de l'activité de transport de marchandises en compte propre. Un plombier qui va transporter ses tubes de PVC pour lui-même sur son chantier, on n'en parle pas ici, j'ai pas de chiffres à vous présenter. Mais par contre, si ce même plombier ou cette plombière se fait livrer ses tubes de PVC sur son chantier par un opérateur de transport, là on en parle. On ne parle pas également de l'ubérisation. On manque de données. 2, les grandes plateformes d'intermédiation, c'est de l'exploitation humaine. Et on ne veut pas défendre ce modèle d'activité qui permet pas à la cyclo-logistique de se développer durablement. Et on ne parle pas non plus du transport de courrier, l'activité historique de la Poste. Donc vraiment transport de marchandises pour le compte d'autrui. Mais tout d'abord, la cyclo-logistique, c'est qui ? Qui sont les acteurs de l'écosystème ? Je pense que vous le voyez sur la carte, elle est présente dans toute la France. On recense à peu près 205 entreprises de transport de marchandises à vélo cargo dans toute la France, présentes dans 74 villes. Principalement les grandes villes, vous le voyez sur la carte avec la taille des cercles, beaucoup à Paris, Lyon, Bordeaux, un peu Marseille, mais il y en a quand même qui sont présentes également dans les petites villes. Je pense à Die, une petite ville au sud du Vercors, pour ceux qui connaissent, c'est à la périphérie des Alpes, 5000 habitants, mais un territoire très touristique, une petite ville, et donc à certains moments, on a besoin de solutions performantes pour transporter des marchandises dans cette ville, enfin dans cette commune de petite taille. Et donc là, il y a une activité cyclo-logistique qui se développe. Là, c'est un modèle mixte, diversifié, je voulais dire. On va être sur du transport de carton, de colis en dernier kilomètre, de courses à domicile, également du transport de personnes.
Sur ce genre de territoire, il y a besoin d'être assez varié, mais sinon, la cyclo-logistique, on va pas se mentir, c'est principalement dans les grandes villes où c'est pertinent et où ça se développe, principalement dans les grandes métropoles françaises. Donc, on a deux types d'opérateurs. Des opérateurs spécialisés, c'est-à-dire des transporteurs de marchandises qui le font uniquement à vélo cargo. Ça, c'est 70%. Et on a 30% qui sont des transporteurs de marchandises dits mixtes, en motorisé et en vélo cargo. Je sais plus si je l'ai dit, mais donc c'est 205 entreprises dans 74 villes. Et enfin, la cyclogistique, c'est aussi tout un écosystème autour. S'il y avait que des transporteurs mais pas de clients, ça serait compliqué. S'il y avait que des transporteurs mais pas de fabricants, ça serait compliqué. Et donc, quand je dis tout cet écosystème, donc il y a ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, les clients, les chargeurs, ceux qui vont commander l'action de transport. Soit c'est des intermédiaires, soit c'est le client final. Il y a des acteurs de l'immobilier. On a besoin d'entrepôts et notamment en ville pour opérer en transport de marchandises à vélo cargo. On a besoin de fabricants de matériel de vélo cargo adaptés à un usage professionnel. Des services supports, on entend par là la maintenance, du logiciel de gestion de tournée, de l'assurance. Les organismes publics également sont une forme de partenaires. Quand on voit ce constat chiffré de présence sur l'ensemble du territoire, on peut se demander quelle est la zone de pertinence finalement de la cyclo-logistique, comment et pourquoi elle se déploie. Les facteurs clés de succès, c'est la logistique des derniers et premiers kilomètres en ville. Ça va être des centres urbains contraints, ce que la Poste appelle des zones complexes, contraints soit par la réglementation, soit par la congestion, les bouchons, soit par un urbanisme médiéval, typiquement le centre-ville de Montpellier. C'est compliqué de livrer dans le quartier de l'Échiquier. C'est des zones de forte densité, de population, d'activité économique et finalement de points de livraison. Je vois l'heure qui tourne et je pense que je vais un peu accélérer, d'autant que cette première partie, comprendre, est un peu longue. Le rayon d'action type, c'est entre 2 et 15 km. 15 km, c'est vraiment le rayon le plus grand sur une activité de course. Mais sinon, on estime que c'est performant particulièrement entre 4 et 7 km. Mais donc, au plus grand, entre 2 et 5. Et pour quel potentiel? Alors, à votre avis, mesdames, déjà, quel est le pourcentage de flux transportés à vélo cargo en ville actuellement en France? Vous êtes 3, soit vous vous désignez vous-même, soit je viendrai vous chercher l'une après l'autre, il y aura assez de questions. Vous dites que vous ne savez pas du tout. Est-ce que quelqu'un peut mouiller son doigt? Alors, est-ce que vous pouvez le dire dans le micro, s'il vous plaît? J'aurais dit 5%. C'est une première bonne... C'est une réponse qui est pas mal. 5%, je pense qu'on estime qu'à Paris, c'est entre 5 et 15%. Mais sur l'ensemble du territoire français, on estime ça entre 1 et 3%. Le pourcentage de flux transportés à vélo cargo en ville. Et à votre avis, pour quel potentiel? C'est ma deuxième question. On a quelqu'un qui n'avait aucune idée, quelqu'un qui a essayé de répondre. Et vous, madame, à votre avis, quel pourcentage de flux de marchandises on peut transporter en ville à vélo cargo? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que vous, mesdames, vous avez une idée? 10. 10? Qui dit mieux ou moins? Madame dirait pareil. Eh bien, en fait, vous êtes peu ambitieuse, mais après tout, pourquoi pas? La réalité, selon les études, ça va être entre 25 et 60%. Et donc, on a choisi un chiffre au milieu d'une étude de 2014 qui dit que en Europe, 42% des trajets avec transport de charge en ville sont réalisables à vélo cargo tout en restant compétitifs. Compétitifs au sens capitaliste dans notre économie actuelle. On ne parle pas ici des externalités positives ou négatives que ça peut générer. Voilà. Le transport de marchandises à vélo, il se déploie sur une grande variété de sous-secteurs d'activité. Concrètement, on peut transporter des palettes, on peut transporter du colis, bien entendu, on peut transporter des produits sous température dirigée, du surgelé aux médicaments où il faut qu'ils soient tout le temps à 25 degrés, les échantillons de sang, etc.
les biodéchets, les cartons. Enfin, il y a une grande variété de marchandises qu'on peut transporter à vélo cargo, tout en restant performant. Il y en a un peu plus de la moitié qui s'organise en groupage, en tournée, et un peu moins de la moitié qui s'organise en course. Donc c'est un point de récupération, un point de livraison, et on recommence. Là où le groupage, c'est un point de récupération, plusieurs points de livraison. On revient à la base et on recommence. C'est une organisation qu'on dit en pétales, parce qu'on fait petit à petit des pétales comme ceci. Monsieur, vous qui arrivez, je vous invite à mettre un casque pour entendre, sinon vous m'entendrez peu. Face à ces constats, on peut se demander, mais c'est quoi finalement la valeur ajoutée? Pourquoi en fait on s'amuse à transporter des marchandises à vélo? C'est fatigant en vrai. Et ben en fait, pour les opérateurs de transport, il y a pas mal d'avantages. Ça permet d'opérer en zone contrainte, les zones complexes dont je vous parlais précédemment. Alors, la dernière étude qui est en date, c'est 15% d'efficacité en plus, dans le sens où on économise 15% de temps par colis livré. C'est une étude de 2021 faite sur des flux de colis de la Poste à Bordeaux. Ils ont vraiment comparé les livraisons en Kangoo et en vélo cargo. Et là, c'était 15% plus efficace. Dernièrement, là, la Poste, sur une autre conférence, nous disait qu'ils constataient une efficacité supérieure entre 30 et 40%. Donc ça va au-delà de cette étude, mais le chiffre dont on est sûr, c'est 15%. Ça permet de diminuer certains de ses coûts. Le vélo cargo, à l'achat, à l'utilisation, à la maintenance, à l'entretien, au carburant bien entendu, il est jusqu'à 4 fois moins cher. Après, il y a certains de ses coûts qui augmentent aussi. C'est une structure de coûts qui est différente. Et ça permet de réussir sa transition écologique et sociale. Le vélo cargo, il est entre 2 et 7 fois moins polluant que son concurrent, le véhicule utilitaire léger. Ça dépend si on compare à l'électrique ou au thermique diesel. Et on peut se demander également, pour les collectivités et puis pour nous, citoyennes et citoyens, quels sont les avantages à développer la cyclo-logistique? Madame, vous qui venez d'arriver, je vous invite à mettre le casque, très bien, pour que vous puissiez entendre. Donc pour les collectivités, ça permet de réduire la congestion, les bouchons. Ça permet de réduire la pollution atmosphérique, la logistique urbaine, enfin le transport motorisé en ville. Je pense que c'est 30% des émissions de particules fines en ville. C'est énorme. Et le vélo cargo, c'est beaucoup moins. Ça permet de réduire la pollution sonore. Ça permet d'approvisionner plus facilement ces centres-villes, les commerces de centre-ville. Ça apaise l'espace public. Un vélo cargo de quelques centaines de kilos lancé à max à 25 km/h face à un véhicule utilitaire léger de 3,5 tonnes lancé à 50, ça fait pas la même énergie cinétique en cas d'impact. Donc voilà, un apaisement des centres-villes. Il y a également une image positive du vélo cargo. Et ça rend ces centres-villes plus attractifs. Je vous parlais de l'image du vélo cargo. Quand on regarde les chiffres des émissions, vous le voyez, entre 2 et 7 fois moins polluant le vélo cargo par rapport au VUL, selon qu'on compare au VUL électrique. Et le gros des émissions, c'est sur la construction pour le vélo cargo. Donc la filière de construction des vélos cargo est en cours d'industrialisation. Donc ça va grandement se réduire à l'avenir. Face à ce constat, on peut se demander quelles sont les perspectives d'évolution du transport de marchandises à vélo. Je vous ai présenté, on a trouvé les chiffres ensemble, entre 1 et 3% actuellement de flux transportés à vélo cargo en ville, avec un potentiel entre 20 et 60%. Donc un potentiel de croissance assez énorme. Cependant, avec la crise du transport actuellement, on a atteint un certain plateau. Avant la prochaine montée, le prochain col, le prochain sommet. Voilà, c'est censé repartir normalement. Les réorganisations de la chaîne logistique, on parle d'intermodalité, on parle de circuits courts, ça doit favoriser la cyclo-logistique. Le recrutement va évoluer, là où le profil type, jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était un homme blanc de 33 ans surdiplômé, attiré par ces métiers par conviction écologique.
Quand le Shift Project estime à 100 000 ETP le besoin en 2050, actuellement on est à 2400, on va pas pouvoir rester sur le même profil type. Un, on va pas pouvoir, et deux, le secteur ne veut pas également rester sur ce profil type. Il y a une volonté de se diversifier sur les notions de genre, sur les notions sociales également. Et on le constate déjà quand on était à 7% de femmes en 2022. On est déjà passé à 11... attendez, je pense que non, c'est 14% de femmes et de personnes non binaires. On a aussi un peu changé les chiffres, vous l'entendez, en 2024. Donc voilà, le recrutement va devoir évoluer. Le matériel et les services support vont devoir évoluer, le matériel devenir plus fiable, plus durable. On en parlait pour la partie émission. Et les entreprises vont de plus en plus évoluer vers des modèles mixtes. Là où on a beaucoup d'entreprises spécialisées, on va aller vers du modèle de plus en plus vélo cargo et véhicules motorisés. Parce que les entreprises qui font que du motorisé vont avoir envie de bénéficier des avantages du vélo cargo. Et inversement, les entreprises qui font que du vélo cargo, pour répondre à des appels d'offres plus gros, vont avoir besoin d'aller vers également du véhicule motorisé. En termes de réglementation, elle est légère dans le transport de marchandises à vélo cargo, mais elle existe tout de même. Il n'y a pas de capacité de transport, comme pour le reste du secteur du transport, mais il y a quand même quelques dispositions. La capacité de transport, c'est une demande de la fédération de cyclo-logistique et également des autres fédérations, syndicats de transporteurs, d'avoir une capacité de transport adaptée à la cyclo-logistique pour qu'il y ait un accès au métier et qu'il y ait une reconnaissance des pairs. Sur le plan des RH, c'est le seul endroit où on a des dispositions légales. C'est dans la convention collective sur des besoins de formation et de compétences pour exercer le métier. Il y a des réglementations qui existent sur le transport sous température dirigée. Comme pour l'ensemble du transport de marchandises, la cyclo-logistique n'y fait pas exception. Les véhicules, les vélos cargo à assistance électrique sont des vélos. Ils ont donc accès aux mêmes règles de circulation, d'arrêt et de stationnement, et ce qui leur donne encore plus d'avantages, ce qui leur permet d'être plus rapides en ville, ils se faufilent plus facilement, ils sont moins victimes des bouchons. Et également, ils peuvent se stationner très proche de leur destinataire, ce qui réduit le risque de vol. Ce qui réduit également le temps pendant lequel la chaîne du froid peut être rompue, et ce qui augmente l'efficacité. Bien entendu, on n'a pas besoin de stationner son camion à 100 mètres ou plus. On s'arrête vraiment devant son destinataire. Cyclocargologie, nous, pour vous aider à comprendre ce qu'est la cyclo-logistique, on a plusieurs actions. Notre présence sur des événements physiques comme celui-ci. Également des webinaires de la cyclo-logistique qui ont été déjà synthétisés dans plusieurs articles. Ils sont rediffusés en ligne, vous pouvez aller sur notre site. Et on a des guides et études, dont par exemple le panorama de la cyclo-logistique est disponible au stand D30. Vous allez par là à votre gauche, le drapeau jaune, nous y sommes. Voilà pour cette première grosse partie. Il me reste 7 minutes pour faire les 3 autres. On va passer la seconde ou mettre tout à droite, comme on dit en vélo. C'est quand on passe les vitesses. Donc, quand on veut préparer son projet, il y a 3 étapes. La première, c'est d'identifier et de définir son besoin. Son besoin en transport de marchandises. Quel flux je veux transporter et où. Quels sont les coûts actuels de ma logistique urbaine. Ensuite, il faut planifier sa mise en opérationnelle. L'idéal, c'est de commencer par une expérimentation. On teste sur quelques mois, sur quelques flux. Et puis, on cadence cette intégration selon les résultats. Voilà, ça va, pareil, vachement dépendre de votre activité. Faut organiser la traction, l'approvisionnement de marchandises jusqu'au hub des cyclo-logisticiens. Et le tri des marchandises, sélectionner les bonnes, les plus pertinentes. Ensuite, il faut faire le meilleur choix d'adoption, et ça me fait une super transition pour la partie d'après. Est-ce qu'on choisit d'internaliser, de réaliser ça en propre, ou d'externaliser, de confier ça à des professionnels qui savent déjà faire ça? Nous, pour vous aider à préparer cyclocargologie, on a plusieurs actions. Nos exposants et intervenants sur ce salon. Les exposants, pareil, stand D30. Les intervenants à 14h et 14h10. Il y a Lou Cardinal parmi vous qui pourra vous parler à 14h de transport sous température dirigée à vélo cargo. On a le guide Adopter la cyclo-logistique, pareil, disponible au stand D30. Quand on choisit d'externaliser, on a 2 choix possibles. Soit on accompagne ses sous-traitants actuels, il faut
identifier les bons acteurs parmi ses sous-traitants. Et il faut codéfinir un nouveau cahier des charges. Mais c'est pas la même chose de livrer des marchandises à vélo cargo qu'en véhicule motorisé. Par exemple, on va plus vite à vélo cargo. Quand il y avait un chargeur en transport de froid qui a confié son dernier kilomètre à un opérateur de cyclo-logistique, il allait plus vite. Et il livrait des fois 8 minutes en avance. 8 minutes en avance, le client n'était pas là. Donc il faut des fois bien redéfinir ce cahier des charges parce que c'est assez différent. Ou alors on établit un nouveau partenariat avec un cyclo-logisticien déjà installé. Mais il faut sélectionner des prestataires et ensuite s'organiser opérationnellement. Si on se tourne vers la cyclo-logistique, c'est un modèle socio-économique vertueux. Là, j'ai mis 2200, 2400, mais les derniers chiffres, c'est 2400 ETP en France. À titre de comparaison, les personnes ubérisées, c'est 80 000 ETP. Donc c'est encore tout petit, mais c'est appelé à croître. Ça génère entre 80 et 85 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ça contribue, donc vous voyez, 1,4 fois plus que les entreprises, la moyenne des entreprises françaises au PIB français. Ça, c'est dû au fait que la valeur ajoutée, quasiment 100%, va dans la rémunération des travailleurs, parce que c'est un secteur déjà qui est encore, il y a beaucoup de petites entreprises, donc il y a un aspect contextuel, mais aussi structurellement, il y a plus besoin de main-d'œuvre bon marché que d'investissement en capital. Nous, pour vous aider à externaliser cyclocargologie, on a des actions, mais notre présence sur des forums de la cyclologistique, c'est dans les grandes villes françaises. On va organiser des événements sur le transport de marchandises à vélo cargo, et ça vous permet de rencontrer les acteurs du transport de marchandises à vélo cargo de la région. On a l'annuaire des boîtes à vélo France, il y a la Fédération professionnelle de cyclologistique ou encore l'annuaire cyclo, qui peuvent vous orienter vers les bons acteurs selon votre besoin sur telle ou telle ville. Et enfin, on a le guide Adopter la cyclo-logistique, vous savez où le trouver. Et enfin, si on choisit d'internaliser, le premier besoin, c'est ces ressources humaines. Mais pour ça, il faut d'abord valoriser les avantages du métier. Typiquement, profiter d'un rayon de soleil après une nuit d'orage, un matin d'été. C'est agréable. La Poste le dit que ça a été un défi pour eux de convertir leurs équipes, mais que maintenant, la majorité, et moi je l'ai constaté sur le terrain également en discutant avec eux, et elles, les postières, ça a pu être difficile de passer au vélo cargo, mais maintenant personne ne voudrait revenir en arrière. C'est plus agréable comme métier. Il faut proposer la conversion à ces équipes. L'imposer à un chauffeur de VUL qui fait ça depuis 30 ans, ça risque d'être compliqué. C'est aussi l'occasion de recruter de nouveaux profils. On sait que c'est compliqué de recruter en logistique urbaine. Voilà. Il faut ensuite former son personnel. Transporter à vélo cargo, c'est un métier, vraiment différent de transporter en véhicule motorisé. Et enfin, il faut assurer de bonnes conditions de travail, protéger des intempéries, adapter selon les conditions climatiques, par exemple. On va avoir besoin d'une plateforme cyclo-logistique. Vu le temps qui me reste, je vais rendre ça moins interactif. Je vous prie de m'en excuser. Mais le premier critère pour choisir sa plateforme cyclo-logistique, son entrepôt de logistique urbaine pour le transport de marchandises à vélo, le premier, c'est la localisation. Elle est vraiment stratégique. Il faut que ça soit à proximité immédiate du centre-ville, soit dedans, soit vraiment en petite couronne, accessible aux flux amont qui vont approvisionner en marchandises le hub, et aussi facile depuis ce hub d'approvisionner la ville, proche des axes cyclables structurants. Le deuxième critère, c'est le prix. Compliqué dans les grandes métropoles, là où on estime entre 40 et 80 euros du mètre carré par an, un prix identifié comme raisonnable par les cyclo-logisticiens, il n'est pas toujours atteint. Et enfin, c'est la surface, entre 100 et 800 mètres carrés selon l'opérateur et l'activité. Je passerai sur les détails de que veut dire ce schéma un peu abscon, mais si vous voulez en discuter, on peut aller sur le stand D30. Il existe des alternatives aux hubs physiques. Il y a ce qu'on appelle des micro-hubs, soit des espaces un peu tactiques, quelques containers sur un parking, ça peut faire office, et c'est extrêmement agile. Ou alors le micro-hub mobile qui se déplace jusqu'à une place de parking, 4 containers dedans à livrer,
Et quand je parle de containers, c'est containers cyclo-logistiques adaptés. Et ça permet d'être plus efficace. Les outils, je voulais vous parler un peu vélo. Ah, il va falloir que je m'arrête. Bon, il y a des vélos normaux, des biporteurs. Mais sinon, le mieux, c'est que vous vous rendiez sur le stand des 30. On en a quelques-uns à vous présenter. Voilà le coût entre 5 et 23 000 euros. Ça va vraiment dépendre. Nous, pour internaliser, je vous renvoie au stand des 30. On va pouvoir en discuter, parce qu'il faut que je laisse la place aux prochaines et prochains. Pour les questions et remarques, je vous invite à nous rejoindre sur le stand des 30. Si vous ne venez pas, je ne vous en voudrais pas, mais sentez-vous libre de le faire. Et enfin, pour les actualités, pareil, je vous renvoie au stand des 30, on pourra vous en parler. On a des présences sur des événements, on a un appel à manifestation d'intérêt, d'autres webinaires, des formations, et j'en passe et des meilleurs. Merci à toutes surtout, et tous pour les autres. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.